Mais effectivement, dans notre culture, on n'investit pas pour l'arrivée de son bébé, sauf une poussette à des milliers d'euros et tout le matos. On a quand même 46% des couples qui se séparent après l'arrivée d'un enfant. 25% c'est dans les 12 mois. Et puis les autres, il y a un pic aux 6 ans de l'enfant. Quand tu as une expérience d'accouchement ultra positive et bien vécue et un postpartum dans la même énergie, ça va renforcer ton couple. Ce rituel qui est à la base un rituel initiatique, la naissance de son bébé, c'est comme si toi tu sors de ta chrysalide. Vraiment ce mythe qui fait que notre corps il n'est pas bien fait. Donc il faut le changer, il faut l'optimiser, il faut l'étirer. Ça non, on peut dire stop à tout moment, c'est la bonne nouvelle. Hello Charlotte. Hello Emma. Aujourd'hui, un sujet qui me fait kiffer. On va parler mariage. Ouais, hyper Mais intéressant. on va pas parler mariage en mode cérémonie de mariage. On va plutôt parler de la culture qui fait que dans notre civilisation, en tout cas Suisse, France, enfin on va dire les pays ici, on trouve normal d'investir. Alors la moyenne en France c'est 14 000 euros, oui. Mais en Suisse c'est plus quand même. Tu vas nous en parler un peu parce que toi tu étais dans l'industrie du mariage. Hein. Oui, c'est vrai. Aïe aïe aïe. Alors qu'en fait culturellement on trouve ça, on se pose même pas la question d'investir pour la préparation de son accouchement et l'arrivée de son bébé. Exactement. On commence par quoi? Parce que le sujet est vaste. Très vaste. Pour essayer de commencer sur ce sujet, moi, ma question, c'est, selon toi, la société, elle valorise quand même beaucoup plus le mariage au point d'y investir des milliers d'euros, comme on l'a dit. Pourquoi, à ton avis, la préparation à la naissance est souvent négligée? Ben, c'est ça, c'est que c'est culturel. En fait, toi, quand tu as organisé ton mariage, il me semble que tu m'as dit, je me suis même pas posé la question de pourquoi je mets autant d'argent dedans. Ouais. Si vous voulez savoir combien Charlotte a mis pour organiser son mariage, dites-le en commentaire et on fera un épisode spécial pour te mariage faire culpabiliser. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on y a... Enfin, oui, parce qu'on avait un budget et on s'est pas dit on flambe tout, mais avec du recul, le budget était quand même assez important. Je vais le dire, je pense qu'on a dépensé environ 40 000 francs suisses, donc environ la même chose en euros. Oui, c'est les moyennes. Énorme. En Suisse, c'est 50 000 francs suisses. C'est ça, exactement. Tout est aussi un peu plus cher. Et on l'a fait en 2 ans. Donc voilà, ça rajoute ça. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment dit on fait un tout petit truc juste nous deux. Oui, parce que culturellement, la fête du mariage, ça se marque et c'est surtout un moment où on va faire plaisir à beaucoup de monde. Et donc ça, c'est très bien. Hein. Moi, de nouveau, c'est pas mon but de dire ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. C'est juste que ce que j'ai remarqué, c'est que en France et en Suisse, c'est pareil. Quand ton bébé arrive, quand la femme est enceinte, elle va pas se dire il faut que j'investisse en moi dans mes connaissances. Oui. Elle va se laisser porter par le système. Elle a mis probablement avec son chéri des dizaines de milliers de francs ou d'euros pour un jour de leur vie qui en réalité c'est un jour, en fait c'est cher la photo. Moi je dis souvent ça fait cher la photo dans l'album. Surtout quand on connaît les stats après des divorces. Alors bon, évidemment, c'est sûr. Je les rappelle pour les personnes qui savent pas, on a quand même 46% des couples non mariés ou mariés, c'est la même chose. On est entre 45 et 46%, donc en fait ça change quasiment rien. Qui se séparent après l'arrivée d'un enfant. 25% c'est dans les 12 mois. Et puis les autres, il y a un pic aux 6 ans de l'enfant. Et pourquoi ? C'est pas parce que le couple a des enfants, c'est parce que il y a un fort impact et une forte relation entre la façon dont le couple va vivre l'accouchement, la naissance, et la période du postpartum immédiat, avec la suite de l'histoire du couple. Ça, c'est clair et net. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est évidemment vérifié dans les instances de médiation. Tu sais, quand tu veux divorcer, alors toi, tu n'y es pas parce que vous êtes un couple solide et évidemment, vous ferez partie de l'autre tranche qui reste ensemble. Mais disons que quand tu veux partir dans une procédure de divorce, en général, tu fais une médiation. Oui. Et les médiateurs ont remarqué qu'à force de parler avec les couples,
le moment de la naissance du bébé est en général mal vécu Un quand point le charnière, ouais, ouais. c'est ça. Et à l'inverse, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand tu as une expérience d'accouchement ultra positive et bien vécue Mhm. et un postpartum dans la même énergie, Mhm. ça va renforcer ton couple. C'est pas juste que ça va faire neutre. Oui. Ça va le consolider. Mhm. Ça va créer une grosse colle dans la famille. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais effectivement, dans notre culture, on n'investit pas pour l'arrivée de son bébé, sauf une poussette à des milliers d'euros et tout le matos. Des cours de yoga ou des choses comme ça, mais on ne sait pas comment notre corps fonctionne et on ne sait pas qu'est-ce qui va vraiment se passer. Oui, alors effectivement, tu parles des cours de yoga, ça c'est un truc où chaque fois je répète, non, l'accouchement, c'est pas un marathon sportif, on n'a pas besoin de préparer son physique, on n'a pas besoin de faire du stretching, de mobiliser, d'écarter son bassin, de masser son périnée, enfin tout ça, c'est des choses qu'on nous a vendues dans l'ère industrielle, la consommation, tu sais, c'est vraiment ce mythe qui fait que notre corps, il n'est pas bien fait. Donc, il faut le changer, il faut l'optimiser, il faut l'étirer. Ça, non. De nouveau, si ça marchait, ça se saurait. On verrait les femmes qui font du yoga, qui font du stretching. Moi, j'ai vu des femmes ultra sportives, crossfit, enfin des corps d'athlètes. Ça a fini en césarienne. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien de faire du sport, évidemment. Mais c'est pas ça qui va gérer l'accouchement naturel. Mais en même temps, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Si tu ne sais pas par où commencer, tu vas suivre le chemin que tu vois, tu regardes à gauche, à droite, tout le monde fait ça, je vais là, puisque forcément, c'est ça qu'il faut faire. Donc, au final, oui, ça peut coûter cher pour rien, mais quand même, si tu dis à ta famille, dans un repas de famille, nous, on va faire un mariage remboursé par la Sécu, mais tout le monde te regarde et se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est folle. Elle est folle. C'est quoi ça? Parce que dans notre culture, on ne fait pas un mariage au rabais. Sinon, ça veut dire que t'es pas un couple solide. C'est mal vu. Ou alors, c'est pas respectueux pour tati, tonton. Puis tu vois aussi comment ça commence souvent un mariage. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu avais vécu toi, mais ok, on veut faire un petit mariage juste entre nous. Puis après, bon, on va quand même inviter la cousine Lulu. Mais tu sais, si on n'invite pas, après, du coup, tu sais, l'autre cousine. Oui, parce que, alors nous, ça n'a pas été le cas. On était une trentaine de personnes. Donc, on a vraiment voulu faire petit. Mais c'est vrai que, comme tu dis, souvent dans les familles, c'est « Ah oui, mais si j'invite pas lui, il y a elle qui va être fâchée. Et puis bon, lui, je le vois jamais. Mais il m'a invité à son mariage il y a 10 ans quand j'avais 10 ans. Donc, je me force à l'inviter. Redevable. Voilà, exactement. Et c'est aussi, comme on l'a dit, je pense qu'il y a une grande partie de culture là-dedans et d'image. Et de loyauté envers les valeurs de la famille. Exactement. Parce qu'au final, si toi, tu trouves ça génial, que tu as envie de mettre 50, 100 000 euros, parce que, bon, moi, j'ai quand même connu des familles où ça se comptait à 6 chiffres un mariage, d'accord? Moi, au final, ça m'est égal. Si les gens, ils le font en conscience, ils disent, mais nous, on est inquiets. Et puis, par contre, pour l'arrivée de notre enfant, là, on voit pas du tout l'intérêt. On est OK avec le fait de mettre notre pouvoir dans les mains du sort et du destin. C'est bon. Mais de nouveau, c'est une histoire de choix éclairé. Et tu peux aussi très bien mettre une fortune dans ton mariage, une fortune dans ta préparation. Et si tu es content, tu es content. Moi, ce que je trouve, on va dire, plus touchy dans notre culture, c'est qu'on va critiquer les couples qui vont aller à l'encontre de ce courant qui est, OK, pour le mariage, c'est normal de dépenser 14 000 euros en France, 50 000 en Suisse. C'est normal de prendre un crédit pour une voiture dont tu n'as pas forcément besoin à ce niveau-là, ou de s'endetter pour acheter un bien immobilier. Mais par contre, là, c'est ton bébé qui arrive, tout ce que ça va impliquer dans ta vie de femme déjà, dans ton corps. On ne va pas reparler de l'effet toboggan, mais évidemment, tu vois qu'il y a des effets qui ne sont pas collatéraux, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, qui vont te marquer toute ta vie de femme, qui peuvent même impacter ton métier. Après, si tu fais une dépression du postpartum ou si tu as des incontinences, comme on a vu, cette femme-là que j'avais accompagnée qui, malheureusement, avait des incontinences parce qu'elle avait une lésion au sphincter anal à cause de son accouchement. Donc, la cata dans sa vie de femme. Enfin, après, c'est foutu. Quoi. Puis tu peux aller voir tous les spécialistes que tu veux. Enfin, bref. Et en plus, être comme ça à, je sais pas, une trentaine d'années peut-être. Ah ouais, non, mais c'est... Voilà. Donc, tu vois, il y a tout ce truc,
Et puis après, il y a tout le reste que ça peut impliquer pour ton bébé, parce que lui, il va forcément se construire sur ce premier moment de vie. Et c'est pas simple pour ces couples, parce que ils sont un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de la culture de la famille. Oui. Parce qu'il y a la culture de notre pays, de notre civilisation, ou de là où on est, évidemment. Hein, on est en Europe. Majoritairement, on a tous la même culture, peu importe le pays. C'est sûr que maintenant, tu parles avec une personne qui est en Afrique, une autre qui est en Asie, il y aura des différences. Oui, mais majoritairement, je remarque quand même que globalement, il y a une tendance à fêter l'union d'un couple, mais quand le fruit de l'amour arrive, donc le bébé, là, on remet son autorité, on remet les clés du destin dans les mains de quelqu'un qui sait mieux, donc ou une personne ou un corpus flou, la médecine. Et là, on se dit, j'investis pas en moi, parce que moi, je suis pas médecin. C'est fou quand même quand on y pense. Oui, et puis c'est aussi en fait juste la connaissance, parce que je repense à la moi de quand on a décidé de se marier. Moi, je pensais pas du tout, parce que j'avais pas les connaissances et parce que je pensais pas qu'il fallait une telle préparation, ou en tout cas une préparation différente pour l'accouchement. Jamais ça m'est venu à l'idée de me dire non, mais on va quand même pas mettre tant d'argent pour un mariage, on ferait mieux de garder une partie pour se préparer à l'arrivée d'un bébé. En fait, ça m'est même pas venu à l'idée. Et pourquoi ça t'est venu à l'idée après, du coup? Parce que j'ai commencé à te suivre, et que là, déjà ça a résonné en moi, et je me suis dit ah mais oui, en fait, il y a vraiment un travail à faire. C'est pas comme on pourrait penser, tu tombes enceinte, t'accouches, voilà. Et il y a rien qui se passe entre deux, et il y a surtout rien qui se passe après. En fait, c'est vraiment un processus, et c'est une préparation. Mais parce que toi, ton objectif, il n'est pas de vivre quelque chose c'est ça aussi. qui t'échappe. Et tu vois, c'est pour ça que la question fondamentale, c'est quel est l'objectif. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, qui se diraient, mais moi, ça m'est égal. Au pire, une césarienne, c'est pas la fin du monde. Ouais. Au pire, mon bébé, il aura des antibiotiques, puis moi aussi. Au pire, il recevra toute une batterie de tests, et puis c'est bon. Oui, souvent, c'est le « Ah, mais moi, j'ai eu ça et je vais très bien. » Oui, ça va, j'en suis pas morte, c'est bon. Mais, alors, si tu fais partie de cette catégorie-là, c'est OK, tu vois, à la limite, tu peux arrêter le podcast et puis tu peux partir sur une autre chaîne. Ouais. Mais effectivement, l'objectif de dire « Non, mais moi, en fait, ça résonne pas avec mes valeurs. Moi, c'est pas ça que je veux vivre. J'ai envie que ce soit aligné. » Mais effectivement, il s'agit de mon bébé, donc bon, ça nécessite quand même d'être un peu plus au clair. Si tu veux avoir... Comme je dis souvent, c'est comme les jeux de société, tu vois. T'as la bataille, tu sais, je sais pas si tu jouais à ça aussi, mais bon, là, c'est pure chance. Là, tu sais pas, c'est pure chance. Après, t'as des jeux qui mélangent la chance et puis la technique. On va prendre, par exemple, le poker. Oui. Tu joues au poker, si t'as des cartes nulles, elles restent des cartes nulles. Si maintenant, t'as que des as, bon, on va dire que c'est quand même plus facile de gagner. T'as moins besoin d'être bon en bluff. Mais au poker, tu peux gagner même si t'as des cartes nulles, si t'es bon en bluff. Mais il y a quand même un facteur chance. Puis après, t'as les échecs. Et ça, c'est mon jeu favori. J'ai toujours aimé ça. Okay. Mais tu savais pas que j'adorais les échecs? Non, je crois pas. Ah, moi, j'ai adoré. J'ai appris à jouer quand j'avais 13 ans. Oui. Une fois, je raconterai ce qui m'est arrivé. Si ça vous intéresse de savoir, je fais du teasing. Ce qui m'est arrivé à mes 13 ans et pourquoi je me suis mis aux échecs, c'est lié à une expérience scolaire catastrophique. Dites-le en commentaire et puis on fera un épisode avec Charlotte sur ce que j'ai vécu. Et je pense que ça peut résonner. C'est vraiment des choses qu'on voit énormément à l'école. Donc moi, ça m'est arrivé. Je me suis retrouvée à être déscolarisée pendant 2 mois et j'ai appris les échecs. Et donc, je me retrouve à apprendre à jouer aux échecs. Et ce jeu-là, pourquoi je l'adore? Parce qu'il n'y a pas une seule particule de chance. C'est-à-dire que c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Et donc là, si tu veux être dans cette dynamique-là pour l'arrivée de ton enfant, tu peux pas y aller les mains dans les poches, tu dois te former forcément. Ouais. Et donc, si tu veux te former, c'est pas en allant sur Internet à gauche à droite, il faut que tu sois vraiment dans un système, effectivement, où tu es vraiment pris en charge avec des connaissances solides. Ouais. Mais ça dépend de son objectif, évidemment. Et pourquoi est-ce que tu penses que dans notre culture, c'est plus important, on met plus l'accent sur le mariage que justement l'arrivée d'un enfant? Ouais, ça c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Moi, je dis toujours que les femmes... Alors,
ça fait sens pour moi. Hein. Tu me diras comment tu sens les choses, mais une femme et un homme, évidemment, qui donne naissance dans sa souveraineté, dans sa propre autorité. Je parle beaucoup de souveraineté, mais la souveraineté, c'est pas un mot juste pour faire joli. La souveraineté, c'est l'autorité est en moi, pas à l'extérieur de moi. Et c'est ça la verticalité, c'est ça cette fameuse ultra-connexion avec toute notre sagesse intérieure. Et c'est pas de la sagesse qu'on sort d'un chapeau en brûlant 3 trucs d'encens. C'est vraiment quelque chose de hyper ancré. Eh bien, cette femme-là, elle est dangereuse pour le système. Charlotte, tu le sais. Oui, je le sais. Pourquoi elle est dangereuse? Parce que tu lui fais plus faire n'importe quoi. Ouais. Parce qu'elle a une autre attitude. C'est plus la petite fille là qui attend, qui non. Et donc forcément que dans le système aujourd'hui, j'en ai beaucoup parlé aussi avec l'école. On ne veut pas des personnes qui remettent en question tout ça. Donc ce rituel qui est à la base un rituel initiatique, la naissance de son bébé, c'est comme si toi, tu sors de ta chrysalide. Ouais. Et donc, tu deviens la version de toi qui était toujours dans la chenille, qui se déploie. Okay. Si tu empêches la personne, la femme, de vivre ça, elle va rester dans son cocon toute sa vie. Donc, moi, j'appelle ça l'énergie de la petite fille, ce qui n'a rien à voir avec son âge. Oui. Tu peux avoir des femmes de 80 ans qui sont visuellement avec un corps, une carapace de 80 années, mais en réalité, ce sont des petites filles. Ouais. Et à l'inverse, tu vois, dans le mastermind, on a des filles qui n'ont même pas encore 30 ans. Alors, ça commence à arriver. Moi, j'hallucine quand je vois des filles de 27 ans débarquer avec un discours. Je dis, waouh! Alors, elle a pris de l'avance, tu vois. Et c'est génial parce que tu vois que tout ce boulot, ça fonctionne. Oui. Ça commence à émerger dans les cellules à des personnes qui disent, mais en fait, oui, peut-être que c'est pour ça aussi. Quand on disait la dernière fois dans un épisode dans le repas de famille, ouais, c'est bon, fais pas de vagues, arrête de faire ta forte tête, tu saoules, arrête de faire ton original fondant dans plein des vertes et des pas mûres. Hein. Ça te parle, non? Oui, oui. Et du coup, c'est sûr que si tu fais un mariage où ça fait plaisir à tati, tonton, la cousine Lulu, on en parle beaucoup, hein. Et bref, t'as tout ce petit monde qui arrive, qui va passer son temps. Allez, je peux me lâcher un peu. Vas-y, Emma. Qui va passer tout son temps. Toi, t'as trimé. Ça fait des mois que tu bosses sur ton mariage. Ouais. Tu fais tout joli, les petits faire-part, les petits cadeaux pour les mariés. Et puis, il y en a, évidemment, la majorité, ils arrivent pendant tout le mariage. Ils critiquent. Ah bah oui. Hein, ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein, et ils vont critiquer la robe. Mais t'as vu ça? Puis oulala. Puis il y en a qui adorent. C'est le sport. Hein. Et au final, ça, en énergie, alors certaines cultures appellent ça le mauvais œil. C'est cet égrégore où la jalousie, la convoitise, le jugement, toutes ces bases énergies, toi t'es là et tu récoltes ça. Évidemment, si t'es pas initié à toutes ces choses-là, tu vas pas les savoir, mais ça va quand même te fatiguer et venir se caler sur toi. T'impacter. Voilà. Mais tu déranges personne parce que tu rentres dans la tradition de la séparation. Ouais. Alors qu'en fait, au départ, c'est un mariage. C'est complètement fou. C'est fou, ouais. L'union, la vraie union entre deux personnes, elle se passe au moment de l'enfantement. Ou, quand je dis l'enfantement, c'est aussi avant la naissance. C'est-à-dire cette fusion de l'acte sacré. Et ensuite, bon, on va en parler peut-être dans un autre épisode, mais le phénomène de gestation, etc., c'est pas juste une histoire d'accouchement. Mais ce que le couple a en termes d'union sacrée, c'est pas dans un mariage civil que ça s'opère. Ça, c'est un jeu d'humain, on le fait pas, ça c'est pas mon problème, mais il faut juste savoir de quoi on parle. Mais effectivement, si toi tu commences à rentrer dans ta souveraineté, si tu commences à avoir ce détachement vis-à-vis de tous ces critères-là, et notamment cette loyauté face aux valeurs de la famille ou de la belle famille, de la culture, là. Eh bien là, tu commences à devenir, comme j'ai dit, dangereux pour le système. Voilà pourquoi, à mon sens, on n'a pas très envie d'en avoir trop des personnes comme ça. C'est sûr. Quand je dis on, je parle pas de moi. Ouais. Oui, parce que ça fait plus de bruit que des gens qui sont, comme tu le dis souvent, bien dressés et qui appliquent les règles sans poser de questions. C'est plus facile à gérer. Ouais. La masse comme ça, oui, c'est plus facile. Et du coup, toi, quels sont les types de préparation ou d'accompagnement qui devraient être prioritaires à l'arrivée d'un bébé, que ça soit émotionnel, physique Ben, tu vois, aujourd'hui...
la façon dont moi j'ai déployé le programme de cours et d'accompagnement, pour moi, l'idéal, forcément, il est là, puisque quand je faisais avant que du en ligne, je ne sais pas si tu avais connu quand je faisais... Ah oui, tu avais connu quand je faisais la formation purement en ligne. Donc là, il y avait une partie sur la physiologie, mais c'était vraiment lié à la naissance en tant que telle. Et puis, il y avait une partie sur les protocoles. Quand tu fais ça, ça va t'apporter un certain bagage, mais tu vas pas avoir tout le reste ou le feedback. Donc pour moi, ça se joue vraiment sur plusieurs plans. Déjà, il faut avoir des connaissances solides dans la physiologie. La physiologie, c'est évidemment de la théorie, mais pas que par rapport à l'accouchement. C'est déjà comment va fonctionner une grossesse. Tu vois, on parlait dans un épisode de Rofhilac, test sanguin, diabète gestationnel, tout ça, c'est de la physio pour moi. Et puis après, il y a la physiologie de la mise en route de l'allaitement. Et de la dégestation, c'est-à-dire le 4e trimestre de grossesse. Donc, bébé est sorti, mais le corps, il est encore pendant, on va dire, à peu près un trimestre, en train de faire le phénomène inverse. Aussi, l'utérus va revenir à sa forme initiale. Il va y avoir des saignements. Il va y avoir de nouveau des contractions utérines. Enfin, il va se passer plein de choses dans le corps de la femme. Et tout ça, pour moi, c'est de la physio. J'appelle ça la physio à 360 degrés. Donc déjà, ça, faut le savoir. Oui, et puis aussi juste être au courant, enfin, prendre conscience qu'il y a ce 4e trimestre. Parce qu'en général, ta préparation à l'accouchement, dans le nom, il y a la réponse. Tu te prépares à l'accouchement. Oui. Et après, après, c'est bon. Oui. Et puis, quand tu vois... L'autre jour, je fais des recherches en me disant, tiens, je vais taper pour voir si moi, je suis enceinte et je veux voir préparation à l'accouchement. Je tape juste ça dans YouTube. Et je tombe sur une vidéo d'un CHU en France où tu vois 2 pauvres mamans sur un tapis style de gym au sol dans une salle avec une sage-femme. Alors déjà, tout le monde a un masque. Alors déjà, j'ai pas compris, tu vois. Elles ont toutes des masques. Donc la sage-femme, plus les 2 mamans enceintes comme ça, avec un masque. Donc déjà là, pour l'oxygénation, on repasse. Et alors, c'est un extrait du cours de préparation à l'accouchement. Et tu vois la sage-femme qui dit aux mamans, bon, on va apprendre la poussée. Donc, elle installe les 2 mamans sur le dos. Je rigole déjà. Avec un coussin pour être bien confortable derrière la nuque. Et puis, elle leur met les pieds contre le mur. Donc, avec les jambes un peu relevées comme ça. Et elle dit, voilà, vous allez prendre vos genoux et vous allez amener vos cuisses vers vous. Moi, c'est comme ça qu'on m'avait appris. Qu'on m'avait appris. C'est comme ça qu'on m'a dit de pousser le jour de mon accouchement pour ma première fille. Et vous allez inspirer et vous allez pousser. Enfin, elle leur explique tout ça. Et après, vous allez apprendre à faire la respiration. Enfin, elle leur montre le petit chien, les machins et tout. Et je regarde ça, je regarde la date de la vidéo et c'était pas il y a 20 ans, hein, tu vois, ça existait pas encore. Enfin, je crois que YouTube a 20 ans maintenant. Mais je regarde ça, j'étais scandalisée. Puis après, je regarde les commentaires dessous et je reste à me dire, OK, il y a encore du boulot, tu vois. Il y a encore du boulot parce que même si tu dis que ça suffit pas juste de la physio sur l'accouchement, ce qu'on te donne, ce qu'on te met là, comme tu vois, quand on dit, voilà, c'est remboursé par la Sécu, donc OK, je vais prendre ça dans notre culture. Mais même ça, à la limite, vaut mieux même pas le voir. Tu vois ? Oui, parce que ça t'induit encore plus en erreur. Oui, ça t'apprend. Que si tu savais pas tout court. Tu sais, quand je parle de dressage, ça veut pas dire que quelqu'un va venir te mettre des coups de fouet. C'est ça du dressage. C'est-à-dire qu'on te met une graine dans ta tête en te disant, bah, c'est ça qu'il faut faire. Alors que ça, juste dans ces images-là, il y a au moins une dizaine de trucs dangereux qui peuvent t'amener sur l'effet toboggan. Même sans avoir de chimie dans ton corps et tout ça, mais juste les positions, la respiration et tout ce que ça va engendrer dans ta problématique cérébrale le jour de ton accouchement. Quand je parle le fait de créer sa péridurale naturelle, ça passe par une modification des ondes cérébrales. Et là, comme une autre, j'ai vu l'autre jour un tuto d'une kiné avec beaucoup de vues, justement. Je suis là, mais au secours, mais il faut stopper l'hémorragie, tu vois. Et elle dit... comment respirer pendant l'accouchement. Donc, il faut inspirer 12 secondes, expirer 12 secondes et rentrer le ventre. Et je me suis dit... Donc, pendant que tu es en train d'accoucher, tu vas commencer à compter les secondes, à rentrer ton ventre. Ouais, c'est ça. Et tu vois, on est toujours dans le paradigme de ton corps. En fait, il faut que tu prépares ton corps. C'est comme un truc sportif le jour de ton accouchement. Et tu vas contrôler ce qui se passe. Donc là, on n'est pas dans la physiologie. Ça, c'est du coaching sportif. C'est cool. Si tu veux apprendre à nager dans un bassin, mais là, on n'est pas dans une connaissance de la physiologie. Ça montre ce genre de choses-là qu'on est à côté de la plaque. Donc, effectivement, tu vois que déjà, il faudrait se renseigner
Tu vois, Charlotte, je pense que ça pose la question, mais alors du coup, comment on sait? Oui. Ben, je pense que si tu questionnes la personne qui t'enseigne sur son expérience personnelle et comment elle a accouché, là, tu as déjà une bonne base. Oui, parce que c'est ça aussi, souvent, c'est une personne qui t'apprend ou qui te donne ses solutions à elle, Ouais. mais sur une expérience qu'elle n'a pas du tout vécue. Oui. Mm. Et ça, c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pense. Oui. Beaucoup plus commun. Tu pourrais même pas imaginer le nombre de sages-femmes qui expliquent comment on gère une contraction à des femmes alors qu'elles n'en ont jamais ressenti elles-mêmes. Oui, tu peux parler de choses que tu n'as pas forcément vécues, mais ça aura jamais le même impact que si tu as vécu ce que tu dis. Oui, mais il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Par contre, il faut le dire. Oui. Tu vois, c'est comme Oui. les sages-femmes hommes. Il y en a plein maintenant. Donc, ok, pourquoi pas. Mais si moi, maintenant, j'explique à un homme ce que ça fait un coup de pied dans les... Bon, j'ai pas besoin de lui préciser que je n'en ai pas moi et que je sais pas ce que ça fait. Mais je vais me baser sur ce qu'on m'a dit. Oui. Et je pense que c'est important d'être clair. Il faut être toujours clair avec les personnes et surtout, ça dépend, je le rappelle, de son objectif. Oui. Tu vois. Mais là, la première des choses, c'est voir les fruits qui tombent de l'arbre. Oui. Donc, si la personne, elle a toute une base où elle te raconte des choses et que derrière, elle a craqué face à la douleur, tu vois, par exemple, une femme ou une personne qui te forme sur la gestion de la douleur, mais elle a eu la péridurale parce qu'elle n'a pas tenu, ce qui arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Oui. À toi de voir si cette personne, c'est important pour toi qu'elle l'incarne. Ce qu'elles te disent, tu vois. Après, chacun son truc. Oui, après, c'est toujours une question de qu'est-ce qui résonne avec toi ou pas, si c'est important ou pas. Et pareil, tu vois, dans les conseils de famille, parce que les repas familiaux ou quand il y a un bébé qui arrive dans une famille, souvent tout le monde s'approprie, je sais pas si tu as remarqué ça dans ton entourage, mais tout le monde s'approprie le bébé, comme si... Il veut se le passer comme... Oui, c'est ça. Et puis alors, tout le monde, à qui mieux de son conseil? Ah non, mais alors, tu mets trop au sein, ah mais tu vas le rendre capricieux. Ah mais faut voir les femmes parce que souvent les conseils viennent des femmes, ça arrive quand même souvent. Il y a des conseils des fois des hommes, mais j'ai quand même une majorité quand même de femmes. C'est souvent les femmes qui s'en mêlent, famille, belle famille, bon bref. Et les mamans, quand elles n'ont pas pu vivre un accouchement où elles se sont senties et une grossesse où elles se sont senties vraiment actrices, elles vont être poreuses à ces conseils. Mais quand tu demandes à celle qui donne le conseil son expérience sur le conseil, là, tu tombes de ta chaise. Ouais. C'est vraiment hallucinant. La plupart du temps, c'était quoi les frites? Je sais plus. Plus t'en parles, moins t'en manges. Oui. C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. Plus tu donnes des conseils. Et ok, maintenant, parle-moi de toi, comment tu as vécu les choses et ce que tu as vécu. Et souvent, c'est la foire à la fausse croyance derrière. Donc, moi, je parle beaucoup de cette loyauté qu'on a envers sa famille. Hein. C'est vraiment je constate que ça, c'est la clé. De nouveau lié à l'énergie de la petite fille. Je me sens coupable de casser la lignée familiale si je me marie pas comme ceci, comme cela. Puis ensuite, du coup, forcément, toute la grossesse, toute la maternité, d'une certaine façon, appartient un peu à la famille. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de ça, hein, parce que je le vois. Oui, mais mon bébé est né, j'ai pas envie que toute la famille débarque pour le prendre dans les bras. Ok, maintenant, il va falloir l'assumer. Tu vois, ça aussi, c'est toutes des choses hyper importantes. Oui, puis comme tu le dis, tout le monde s'approprie un peu le bébé et puis de justement mettre des limites et de dire, non, c'est pas... c'est mon bébé, c'est moi qui décide. Et puis, oui, parce qu'au final, quand tu réfléchis dans notre culture... quand on se pose pas trop les questions puis qu'on est sur mode automatique, on fait un mariage, même certains, ça commence déjà aux fiançailles. On fait un mariage finalement un peu pour faire plaisir aux autres, alors qu'au départ, c'est pour soi, il y a un symbole, souvent dans la majorité des cas. Mais ça glisse quand même pour les couples très conscients. Bon, allez, on va quand même faire un peu plaisir. Puis au final, ça devient presque la fête de tout le monde. Sous couvert de, c'est notre mariage, mais c'est quand même au final une bonne partie pour faire plaisir. Et après, la grossesse et le bébé, il y a énormément d'injonctions. Oui. Donc pour moi, mieux vaut trop tôt que trop tard. C'est jamais... c'est pas grave si on a déjà bien avancé dans le processus de la loyauté familiale, mais on peut dire stop à tout moment. C'est la bonne nouvelle. Oui. Donc
voilà le message. Si ça résonne, dites-le nous en commentaire. Moi, je serais très curieuse de savoir ce que ça évoque pour vous. Alors, le prochain mariage, celles qui sont en préparatif, on peut toujours dire finalement, on va faire un truc plus light. Oui, c'est ça. Oui, ça arrive. Hein. Oui. Ça arrive. Faut pas se sentir obligé à un moment donné. C'est ça, on revient toujours à la même chose, c'est aussi le positionnement. Oui. Et comment on se positionne et de se dire ah non, mais en fait, j'ai déjà organisé tout ça, je peux plus dire non. Et on en voit des fois, hein, le dernier jour, au dernier moment, il y en a un des deux qui se pointe pas. Ouais. Bon, ben là, ça, c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Hein. Un jour, on saura s'il y a des assurances pour ça. Mais effectivement, dans notre culture, c'est comme ça. Moi, j'ai l'espoir quand même que, et je le vois, on amorce quand même un changement. Oui, ça change quand même gentiment. Il y a quelque chose quand même qui commence à bouger. Donc, laissez-nous vos commentaires. J'ai vraiment hâte de les lire. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Partagez si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui prépare son mariage. Taguez-le en commentaire. Et puis, peut-être qu'il nous laissera un petit message. Merci beaucoup, Charlotte, pour cet épisode et tes questions.